Salut Daniel. Salut, ça va? Content de te voir encore face à face. Un plaisir toujours. Fait que, ben écoute, toi, tu es chez Diffusion Solutions Intégrées. Oui. Petit joyau caché à Trois-Rivières. Exact. Parle-nous donc un peu plus de Diffusion, puis qu'est-ce que vous faites exactement? Ben avec plaisir. Diffusion Solutions Intégrées, dans les faits, on est une entreprise effectivement fièrement de la Mauricie. On est spécialisé, une entreprise B2B SaaS, spécialisée dans la digitalisation des processus d'affaires pour les corps de métier qui font des travaux, mais sur les chantiers. Donc souvent, on va parler plombier, électricien, HVAC. On a aussi last mile delivery. Bon, tous ces éléments-là. Ouais. On dit souvent là, la règle du pouce, là, toute entreprise qui a un camion avec une échelle sur le toit, c'est probablement un client potentiel pour nous autres. Il y en a beaucoup de ça. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, effectivement. Puis ça a été le début, il y a 15 ans, de diffusion. C'est fait sur cette application-là qui est Progression Live, qui est plus connue. Aujourd'hui, on a 6 solutions, mais toujours avec la même saveur de aider les PME à leur donner des outils pour pouvoir être le plus performant possible dans le marché qu'on est aujourd'hui. Puis toujours avec une belle équipe qui a vraiment grossi récemment, là, donc récemment dans les dernières années, Oui, effectivement. en Mauricie. Oui, oui. Mais vous servez tout le Québec. On sert tout le Québec, tout le Canada, puis l'objectif, c'est tout le monde, pourquoi pas. Oui. Bien, j'aimerais ça justement qu'on parle de ça parce que c'est un peu le but de notre discussion aujourd'hui. Là. Tu sais, vous avez eu de la belle croissance, vous avez encore de la belle croissance, mais on parle de hyper-croissance. Tu sais, vous êtes un peu ce qu'on a mis un microscope sur les scale-up, là, la version anglaise de hyper-croissance. Fait que ce serait intéressant de voir ta perspective sur c'est quoi ça, un scale-up, hein, parce que... Puis je peux te donner aussi un peu ce que moi je vois après là, dans cet écosystème-là. Ben oui, puis tu sais, si je te donne ma vision un peu, je crois que la notion de scale-up, c'est un point qui est important de soutenir dans notre écosystème au Québec, parce qu'on parle beaucoup de start-up. Pour moi, la différence entre une start-up et une scale-up, c'est que nous, ça fait 15 ans qu'on existe. Notre product to market fit, il est là. T'sais, nos clients, on sait les métriques qui fonctionnent, on sait pourquoi les clients nous aiment. Mais en même temps, le défi qui vient avec la croissance, quand on le fait au Québec, ça fonctionne, mais le but, c'est qu'à un moment donné, si on veut que l'entreprise ait son plein potentiel, il faut aller plus loin. Que notre carré de sable, pour l'instant, c'est le Québec. Puis le parallèle que je fais souvent, je le compare à mes enfants. J'aime beaucoup ma fille à 9 ans parce que c'est le fun. Je peux tout faire avec. Elle aime les mêmes activités que moi. Quand on va en camping, elle me suit partout. Mais comme bon parent, ma job, c'est de l'emmener à son plein potentiel. Puis je pense que c'est ça le but. C'est pas qu'elle reste à 9 ans. C'est pas qu'elle reste à 9 ans. C'est ça, c'est de l'emmener à son plein potentiel, sachant très bien qu'à un moment donné, ça va être plus grand que juste moi. Il va y avoir du monde qui vont venir des universités puis qui vont y apprendre d'autres choses, puis elle va prendre sa propre track. C'est la même chose nous autres avec l'entreprise. Puis c'est ça l'hyper-croissance, c'est qu'on a besoin de support pour être capable d'aller à notre plein potentiel, mais tout en respectant ce qu'on est. C'est intéressant que tu dis qu'on entend beaucoup parler de start-up, puis de start-up, puis de start-up. C'est très à la mode. Puis quand on regarde effectivement, puis que vos besoins en tant que scale-up ne sont plus les mêmes. Ouais. Parce que, un écosystème start-up, si on regarde ceux qui ont eu beaucoup de succès, puis que ce soit Silicon Valley, Israël, Kitchener-Waterloo, il y en a plein, il y en a des gros exemples. Ça prend plusieurs décennies à bâtir ces écosystèmes-là. Puis nous, au Québec, on peut dire qu'on est dans l'adolescence. C'est au début notre écosystème startup, il y a quoi, 17 ans? C'est ça. Là, je pense que 2004-2005, on était dans les balbutiements. Puis, je pense avec raison, dans cette première phase-là, de cette enfance, adolescence-là, on a beaucoup focusé en tant qu'écosystème à du capital de risque super early stage, là, très tôt dans la vie. Beaucoup de coaching, de comment démarrer, beaucoup d'accélérateurs, d'incubateurs, de réseaux de coach, qui étaient très focusés sur le 0 à X millions. Exact. Puis là, vous, puis un paquet d'autres belles entreprises, vous arrivez dans la prochaine phase. Puis là, on se rend compte, je pense qu'il y a des défis différents, puis que notre écosystème doit s'adapter à ça, puis doit bâtir cette nouvelle maturité. Puis on parle de capital différent, puis d'accompagnement différent, puis de commercialisation. Fait que, dans tous ces défis-là que tu vois de scale-up, c'est quoi le plus grand, mettons, pour diffusion? Le plus grand, mon Dieu, il y en a plein, mais je crois que la réalité, c'est le même parallèle. C'est qu'on s'est rendu jusqu'au point où est-ce qu'on est, qu'à 45-ish employés, avec une culture qui était ultra importante pour nous autres. Puis, tu sais, on le dit souvent, là, c'est nos employés, c'est eux autres qui livrent la valeur à nos clients. Maintenant, si on se dit, OK,
on veut que l'entreprise ait son plein potentiel. Pour ça, ça veut dire qu'on peut aller plus large que le Québec. Comment on fait pour conserver notre culture, puis les éléments clés de tout ça, pour qu'on continue d'avoir notre esprit d'équipe, puis notre espèce d'esprit de camaraderie, puis le désir que nos employés ont d'être proactifs avec l'entreprise parce qu'ils l'ont à cœur, puis ils ont à cœur vraiment le succès du client. Tu sais, ça, c'est un des traits qui est ultra important pour nous autres. Là. Nos employés ils ont un désir sincère d'aider le client. Ouais. Mais ça vient avec notre culture. Fait que comment, quand on rajoute des gens, on garde ça en place? Puis là, ben, on parle du Québec beaucoup. L'essentiel pour l'instant, pour nous, c'est le Québec. Mais là, il y a la barrière de la langue, puis il y a des barrières culturelles qui vont embarquer. Puis il y a un moment donné, il va y avoir des gens qui vont venir de d'autres langues et de d'autres cultures dans l'équipe. Fait qu'il y a un enjeu de talent, parce que la culture, ça vient avec ton talent puis ton équipe. Puis il y a un enjeu de leadership. Parce que, évidemment, ben oui, c'est le fun d'avoir une culture qui est grassroots, là, qui arrive de l'équipe. Mais il faut que les leaders soient là, puis inspirent confiance, puis amène les équipes dans les bonnes directions, même si ce n'est pas le leader qui fait le travail à la fin puis l'équipe est essentielle. Je pense que la direction doit être mise en place. Puis souvent, on voit dans le monde start-up, le leader, c'est le CEO, c'est le fondateur. Fait que toute l'attention est mise sur est-ce qu'on peut amener ce fondateur-là à réussir ça. Puis, alors que rendu au scale-up, de par mon expérience à moi, c'est que le fondateur, il ne peut pas faire ça tout seul. Le CEO ne peut pas faire ça tout seul. Non. Il doit s'entourer d'une équipe d'exécutifs. Puis souvent, on les oublie dans le coaching, ces exécutifs-là. Tu vois ça un peu dans votre côté? Ou? Tu ne pourrais pas avoir plus raison que ça. C'est au début, puis tu l'as vécu toi-même. On fait souvent une farce. Là. Il y a une époque dans l'histoire de notre entreprise qui avait une assemblée générale des actionnaires à tous les matins en cafetière. Je veux dire, c'était ça quand même. Puis si on décidait le matin qu'on s'en allait par là, ben c'était pas compliqué. Puis je crois que les fondateurs sont les meilleurs pour ça. Puis c'est dur. Là. Ça prend un skill set, je pense, qui est très unique. Puis je crois pour vrai avec le temps, je ne sais pas à quel point ça s'enseigne. Moi, je regarde Louis-Philippe Poulin, notre président. Il a parti ça tout seul dans un sous-sol, puis le ramener jusqu'au point où est-ce qu'on est, c'est la meilleure personne pour tout faire ça. Puis on me demanderait de le refaire demain matin. Très difficile. C'est très, très, très dur. Mais lui-même se rend compte que vient un temps où est-ce que là, tu te dis, OK, je ne peux pas avoir le poids de 45 employés sur les épaules. Fait qu'effectivement, on a mis une équipe, on a un directeur des opérations, un directeur des technologies, stratégie et finances, puis on a le rôle de CEO qui est toujours là. Mais maintenant, notre CEO, il a fallu qu'on le revoie, puis lui, il est plus rendu talent et culture, justement, maintenant. Parce qu'on accorde beaucoup d'importance à ça. La vision. Puis la vision, exactement. Sauf qu'effectivement, dans le mentoring, on parle souvent du CEO, qui a un mentor. Mais un des points pour nous qui est important, puis qu'on a travaillé ensemble, c'est que d'avoir un directeur des opérations qui a un mentor, lui aussi, d'avoir un directeur des technologies qui a un mentor, surtout quand tu es au niveau de scale-up, où est-ce tu le sais qu'il faut que tu changes quelque chose d'assez majeur dans la manière de fonctionner pour que ça marche. Bien là, encore là, nous autres, notre CTO, il était là depuis le début. Fait qu'il a construit la machine pour l'emmener jusqu'à ce stade-là, mais le prochain step, souvent, ça prend des gens de l'externe qui l'ont vécu. Parce que c'est ça, parce que là, vous avez un processus de bout en bout qui fonctionne bien au Québec. Oui. Mais comment tu le mets à l'échelle quand tu traverses les frontières? Exact. Tu n'as pas nécessairement la même interaction journalière avec ton équipe, avec la culture, la langue qui n'est pas nécessairement la même. Fait que ça, c'est un gros défi. Puis je pense qu'au Québec, puis tu me diras ce que tu en penses, mais moi, j'ai l'impression qu'on a déjà une société qui a beaucoup d'ingénieurs, beaucoup de patenteux, beaucoup d'inventeurs. On est bon en produits. Ce que je vois, là, on est vraiment bon à inventer des bons produits. Mais commercialement, on n'est pas tout le temps là. Non. Puis comment on le met à l'échelle? Là? Comment on dit, bien ça, cette machine-là, je la tourne, puis elle me génère un certain nombre de dollars au bout de la ligne. Toute l'optimisation des métriques et des processus pour le faire en Asie, pour le faire en Europe, pour le faire aux US. Bien, tu sais, c'est un bon point parce que on avait justement cette discussion-là avec notre président fondateur récemment, où est-ce que il disait tout ce qui est important, justement, à faire pour ça. Puis, tu sais, on s'entend, il y a des certifications qui vont être importantes, il y a des processus comptables qui tombent importants maintenant. Il y a beaucoup de ces éléments-là que lui disait, moi, quand j'ai parti l'entreprise, au début, là, mon succès, c'était d'avoir un bon produit qui marche. Il sait très bien qu'aujourd'hui, si on veut se rendre là, ça prend des bons processus, ça prend des finances qui sont à un autre niveau, ça prend tout ça qui arrive à un autre niveau. Mais lui,
il sait que c'était pas ça son trail initial. Là. Fait que, tu sais, c'est là que, effectivement, on est dans un cas où est-ce que si on n'avait pas un support au scale-up, bien peut-être qu'on serait resté petit dans les faits. Puis, moi, ce que je trouve le plus important à dire quand on parle d'hypercroissance, c'est pas une décision de faire ça de capitalisme sauvage. C'est growth for the sake of growth. On non, n'est pas là. C'est vraiment pas ça. C'est juste qu'on le sait tous à un moment donné que si on veut avoir une entreprise en santé, puis avoir des emplois qui sont intéressants, puis tout ça, on ne peut pas se permettre de rester petit parce qu'éventuellement, il y a quelqu'un qui va arriver d'ailleurs puis qui va venir nous faire la vie dure. Fait on n'a pas le choix encore là, je reviens avec mon analogie d'enfant. Il faut tout faire pour que l'entreprise, qui est distincte de moi et de tous les actionnaires et tous les employés, qu'elle réalise son plein potentiel. Ouais. Ben, tu m'amènes sur la ligne du capital. Oui. Parce que c'est le fun, le talent, c'est le fun, tout ça, mais ça prend de l'argent pour mettre en place ce genre de croissance-là. Fait que, même chose au point de vue capital. Je pense que c'est des sources différentes. Puis c'est peut-être un profil de capital de risque plus smart, qu'on dit, qui sont capables de t'amener de 3, 4, 5, 6, 7 millions à 50, 100 millions, puis de pouvoir te mettre dans une position où c'est nous qui faisons des acquisitions et pas l'inverse. Oui. Fait que ça, l'écosystème québécois n'est pas encore tout à fait là dans cette tranche-là de capital. Fait que tu le vois comment? Est-ce que tu trouves ça difficile? Ça t'attire-tu à aller chercher de l'investissement américain ou il y a vraiment ce désir-là de le faire au Québec? Bien, c'est sûr. Pour vrai, je crois que, en tout cas, j'ai rencontré beaucoup d'entrepreneurs, puis on a tous le désir de le faire au Québec. La vraie réalité, là, puis c'est pas fake. C'est pas pour bien paraître. J'ai du monde très honnête et sincère qui ont dit non, on veut faire les choses chez nous. On ne veut pas se ramasser avec une business qui est achetée puis que on perd nos emplois et tout ça. Mais tu as raison que le capital, ça prend un capital différent. Puis on le dit souvent, c'est pas tant l'argent, c'est le smart. Il y a smart money. Le smart pèse beaucoup plus dans la balance que le money. Le même chèque, mais avec des gens qui sont déjà passés par là. Exactement, qui arrivent avec des gens, comme toi, que tu rentres dans mon entreprise. Je me souviens de nos premières discussions, ça ne prenait pas 10 minutes que tu savais environ 50, même 60 des problèmes que j'avais, tu étais capable de déjà tout me dire. Mais ça, c'est encourageant, mais c'est ça que tu veux d'un investisseur. Moi, je veux que la personne de l'autre bord, elle va m'aider à ce que ça aille mieux, mais je pense que le bon investisseur, surtout dans une phase de scale-up, c'est que s'il arrive quelque chose que ça va moins bien, quelqu'un qui est passé par là, en tout cas, va être capable de dire écoute, on va se retrousser les manches ensemble, on va passer au travers. Donc, d'ouverture à. Souvent, on parle aussi beaucoup d'entreprises qui arrivent à ce niveau-là, puis qui sont profitables, puis qui ont un beau profil, puis qui ne réalisent pas que ils vont se faire attaquer par des étrangers s'ils ne passent pas à la prochaine étape. Souvent, ça vient avec diluer ta cap table. Mais il y a des bonnes façons de le diluer, puis il y a des moins bonnes façons aussi. Hein. Exact. Je trouve qu'au niveau du scale-up, les montages financiers peuvent être assez intéressants aussi parce qu'il y a du non-dilutif au Québec de disponible. Il y a tout plein de choses comme ça. Tout à fait. C'est quelque chose que vous avez en tête quand vous regardez la prochaine étape de diffusion? Toujours. À vrai dire, nous autres, c'est un des outils qui... On a une stratégie, on a une vision. Puis le financement, veut pas, ça fait partie de ce qui est dans le coffre à outils pour s'y rendre. Mais fondamentalement, la question, surtout pour des entreprises qui sont rendus comme nous autres, des scale-up. C'est ça, c'est qu'on a le choix. Souvent, on peut dire, on peut continuer comme qu'on est parce que tout va bien, mais la journée qu'on va chercher quelqu'un d'autre, même, à vrai dire, on souhaiterait aller trouver quelqu'un d'autre, mais il faut trouver la personne qui va nous convaincre qu'il y a le réseau, les compétences pour nous emmener ailleurs. Puis, je donne souvent cette analogie-là. Je trouve au Québec, en particulier, on a les entrepreneurs, puis même l'écosystème est très orienté sur un bon financement, c'est celui qui coûte le moins cher. C'est très, très en mode de dire hey, moi, combien de fois j'ai vu des consultants dire hey, regarde ça, ce financement-là, j'ai été capable de te sauver 1 % d'intérêt, ça se traduit en tant de dollars. C'est le fun, tu es capable de justifier des honoraires avec ça. Mais la réalité, le capital de risque, il ne charge pas plus cher juste parce qu'il prend plus de risques. Non, l'inverse, c'est qu'il prend du risque sur les épaules des actionnaires, puis il vient transférer ses siennes, puis en plus, il va amener l'entreprise à un autre niveau. Puis ça, je crois qu'on a accès à des capitaux, mais je pense que cette portion-là d'éducation dans l'écosystème, de dire le rendement là, d'un fonds de capital de risque, c'est sûr qu'il est plus haut qu'une marge de crédit, mais la balance des risques et des avantages est toujours maintenue.
Non, c'est clair. Puis, tu sais, tu as déjà été de l'autre côté Ouais. de la clôture, là, Ouais. on the dark side. Puis moi, je prends l'exemple de ma dernière compagnie. Notre deuxième ronde de financement, ben, c'était carrément un fonds de Californie parce que c'est eux qui amenaient la valeur. Ouais. Je pense qu'on a intérêt à changer ça puis à avoir de moins en moins d'étrangers qui viennent financer nos belles compagnies. Mais aujourd'hui, quand même, il faut choisir pas juste la taille du chèque, il faut choisir ce qui vient avec. C'est ça. C'est ça. Puis là, mais on sent qu'on est là, comme tu dis. Oui, on est clairement. dans notre croissance comme société entrepreneuriale. On est rendu à cette étape-là. T'sais. Il y a une réalisation là, que ce gap-là, il doit être réglé. Oui. Puis si je reviens en commercialisation, puis on sait, là, avec moi j'ai vu les démos, ton produit, je sais que the world is ready for it. Comment tu vas commercialiser à l'étranger? Puis comment tu penses pouvoir t'ouvrir ces portes-là? Tu sais, c'est les missions commerciales, c'est des coachs qui viennent de l'étranger, c'est des partenariats, des joint ventures avec des compagnies étrangères. Tu sais, sans dévoiler ta stratégie, évidemment, mais comment tu le vois? Bien, à vrai dire, je dirais que c'est probablement toutes ces réponses un petit peu. Mais la réalité, je crois que c'est un des avantages de moi travailler avec toi, que tu l'as vécu. Ça, pour vrai, il y a une portion que tant que tu ne l'as pas vécu, je pense, tu ne le sais pas, c'est quoi d'aller dans un autre pays, d'aller dans une autre culture. Maintenant, comment que ça va se passer? C'est sûr qu'avec le marketing digital, surtout quand on est une entreprise technologique, ce serait facile de dire on peut faire de la publicité n'importe où dans le monde. Mais encore là, l'accompagnement, moi je pense que c'est l'accompagnement de personnes compétentes qui vont dire OK, est-ce que tu es vraiment capable de scaler à la pleine vitesse? Parce que là, c'est le fun, tu as une belle croissance. Mais si on double la croissance demain matin, là, le moteur saute dessus. Fait que ces personnes-là qui t'accompagnent, qui sont capables d'avoir un œil critique, puis qui l'ont déjà vécu, pas juste un œil théorique là, sur ça, mais vraiment comme toi, tu as eu les deux mains dedans, bien, c'est sûr que ça nous permet de nous préparer d'avance. Mais pour ce qui est d'aller chercher les leads, admettons, à l'international, bien, c'est sûr que tout ce qui est mission commerciale, lorsque c'est bien structuré, immanquablement, ça peut être un bon pont. Mais moi, je vois encore beaucoup de potentiel au Québec à créer des antennes un petit peu plus larges de réseaux de commercialisation internationale. Puis je vois qu'il y a des efforts qui sont faits en ce sens-là. Bien, c'est ça, déjà, Export Québec qui a été fusionné avec Investissement Québec, toutes ces initiatives-là qui peuvent nous aider beaucoup. Fait que je trouve ça bien intéressant de voir votre ambition. Moi, je le vois à toutes les semaines avec toi. Oui. Vraiment, vraiment le fun. Fait qu'écoute, merci Daniel d'avoir partagé beaucoup aussi.